Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Jaënel, créatrice des Triconautes. Nous allons parler d'elle, de laine et de sa pratique du tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Jaënel. Eh bien, bienvenue, Jaënel, au Café Tricot. Un café tricot un peu particulier puisqu'il s'agit de répondre aux questions que t'ont posées les triconautes. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditrices, auditeurs qui ne te connaissent pas, toi et les triconautes? Oui, bien sûr. Alors, je suis Jaënel, créatrice de patron, blogueuse, formatrice tricot, blogueuse depuis 2012. Euh, et j'aide les triconautes à progresser en tricot, je dirais. D'accord. Alors aujourd'hui, on va répondre aux questions que t'ont posées les triconautes. Et pour ma part, je suis Matou, acolyte de Jaënel, qui l'aide notamment sur le plan technique, technologique et graphique. Partner in crime. Bonnie and Clyde. Aujourd'hui, donc, on va se pencher sur les questions principalement. Donc, on a eu plus d'une centaine de questions qui ont été posées par les triconautes. Et j'ai sélectionné pour cet épisode des questions qui sont essentiellement liées au tricot pur et simple. Donc, la première question qui t'est posée, c'est quelle est ta laine préférée, fibre et épaisseur? Alors, ma laine préférée, je dirais que ma laine préférée, alors en fait, je fonctionne beaucoup par phase. Euh, il y a quelque temps, j'ai eu une grosse phase pure laine, puis j'ai eu une grosse phase mérino. En ce moment, je suis un petit peu dans la période mérino, justement, mais j'ai eu d'autres phases où je tricotais pas mal de mohair, d'autres encore où je faisais pas mal de coton, donc ça dépend. J'ai mes périodes, comme beaucoup d'artistes. Je Comme pense avec les à... couleurs? Oui, par exemple, comme les bleus de Picasso. C'est les bleus de Picasso? Non, c'est Euh, les bleus de Van Gogh. Peut-être. Je t'avoue, je ne sais pas. Bon, je sais plus. C'est celles et ceux qui savent, vous le mettez en commentaire. Euh, donc Bon, en ce sinon, moment, je suis... tu as les noirs de soulage aussi. Oui, aussi, oui. Et pour le coup, ça varie pas. Non, c'est sûr. Donc voilà, je fonctionne beaucoup par période. En ce moment, je suis en période mérino. Je pense que c'est avec l'hiver qui arrive. Et si je devais choisir une épaisseur de fil, hmm, j'hésite entre fingering et déca parce que fingering, c'est certes très fin et c'est très lié à mon amour des châles. Mais j'aime bien la DK aussi. Donc, je ne peux pas choisir entre DK et fingering. Bon, peut-être que la question suivante va te permettre de déterminer, de départager le choix. Si tu devais être une sorte de laine, laquelle serais-tu? Ah, pas faux, pas faux. Euh, Si je devais être une sorte de laine, bah déjà, le type de laine, je pense que je serais une laine mérino d'Arles. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la laine mérino d'Arles, bah, déjà, c'est des moutons qui sont élevés plutôt par chez nous, donc dans le sud-est. Et cette race, elle a longtemps été sélectionnée en fait pour sa fibre qui est incroyablement douce par rapport aux autres laines de mouton. En fait, ce mouton, il a une particularité très intéressante, c'est qu'il n'a pas de jarre. La jarre, c'est une fibre qui est plutôt grossière et qui va pousser sur certaines races de moutons, et elle est mélangée à la laine, et c'est ça qui la rend plutôt irritante pour la peau. Et en fait, le mérino d'Arles n'en a pas du tout. Et en fait, c'est pour ça qu'il a été sélectionné pendant des années pour la douceur de sa fibre, en fait, qui est vraiment exceptionnelle par rapport aux autres fibres de mouton. Et après, en grosseur de fil, je dirais plus une fingering. Et question indiscrète, qu'as-tu dans ton stash? Et est-ce que tu as de la Merino d'Arles du coup? Alors, j'en ai eu. Je l'ai terminée très vite parce qu'elle est très agréable à tricoter. Donc, forcément, je l'ai, entre guillemets, dévorée. Euh, Non, en ce moment, j'ai pas de mérino d'Arles. Il faut que j'en reprenne d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de laine. Je pense que tu peux en témoigner. Oui, beaucoup trop même. En Beaucoup fait, trop pour notre appartement. oui, c'est ça. En fait, on a un meuble complet de laine.
un meuble à tiroir complet, donc c'est une commode, ce qui devait être à l'origine une commode, mais qui a été reconverti en meuble à laine. Donc il y a, je dirais, 4 tiroirs pleins de laine. Il y a un tiroir rempli de tricots et de tricots finis. Et après, oh oui, bien sûr, il y en a aussi sur le canapé. Donc, Il y a aussi les tiroirs du bas de la seconde commode aussi qui sont occupés par du tricot. ah oui, ça, oui. Là, c'est des tricots finis, mais elle est pleine de tricots finis, oui. Et il y a Ah, aussi, oui, puis, effectivement, sous le lit, il y a les tricots aussi. voilà. Ça commence à faire un peu beaucoup, en fait. Il n'y a que la cuisine, je crois, qui est épargnée. Euh, il y a que la cuisine. Bon, sous le canapé aussi, je crois que tu l'as dit. Donc, Oui. il y a il y a de la laine. Ouais, ça fait beaucoup. Donc, et tu as quoi comme variété de laine à peu près? Euh, hmm, j'ai un peu de tout. J'ai des restes d'acrylique parce que j'ai tendance à pas l'utiliser. Sauf en ce moment, du coup, où je fais la memory blanket, ce qui me permet de bien finir mes restes d'acrylique que j'avais. Euh, j'ai beaucoup de laine pure, j'ai beaucoup de mérino, j'ai quelques fils de soie. Ça, j'aime beaucoup, c'est mes petits chouchous. Je les garde vraiment pour les très très beaux projets pour me faire plaisir. Donc, genre Euh, quoi, des chaussettes? non, pas des chaussettes, faut pas utiliser la soie pour les chaussettes, Matou. Non, non, surtout pas les chaussettes. Par contre, en effet, j'ai beaucoup de fils à chaussettes quand même. Et j'ai beaucoup de restes de laine qui ont été utilisés, par exemple, pour les collections Islande. J'en ai pas mal de restes parce que j'ai tendance toujours à prendre plus de laine qu'il ne faut. J'ai toujours peur de manquer. Et du coup, il m'en reste pas mal des collections Islande. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a des mélanges de laine, il y a beaucoup de laine en fait. J'ai quelques fibres de végétales aussi. J'en ai un sac plein en fait. J'ai un sac plein de fibres végétales, mais là, je les laisse un peu de côté parce que ben, c'est plus trop la saison en ce moment. Hmm, effectivement. Sauf pour faire des lavettes dans les tricots live sur Instagram. Voilà, par exemple. Et maintenant que les laines, on a à peu près fait le tour, quelles sont tes aiguilles préférées? Ah, alors les aiguilles préférées. Hmm. J'ai une paire. En fait, il faut savoir que j'ai longtemps eu des paires d'aiguilles en bois. Et j'achetais beaucoup d'aiguilles à l'unité pour tester les différentes marques et avoir mon avis sur les marques avant de me lancer dans l'achat d'un set. Et, euh, et là, j'ai testé récemment enfin, pas récemment, mais j'ai une paire de Knit Pro métal qui me suit tout le temps, que j'utilise pour les chaussettes. Et je sais toujours que cette paire, je l'utilise à chaque fois que je fais des chaussettes. Et c'est vraiment elle que je préfère pour les chaussettes. Euh, Parce que je suis juste à l'aise avec. Je les aime bien, ça glisse bien, ça va vite, le fil accroche pas, la jonction câble pointe est parfaite, donc voilà, ça me suffit. À, Et à l'inverse, tu as déjà eu des déconvenues avec des paires d'aiguilles, par oui, exemple, où tu pouvais pas tricoter avec confortablement? oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Ben justement, avec une paire d'aiguilles que j'avais achetée lorsque je commençais le tricot, j'avais acheté un grand pack sur Amazon d'aiguilles en bambou. Ça peut très bien faire l'affaire, mais il faut savoir toujours que ces aiguilles qu'on commande par gros pack qui doivent coûter, c'est des sets de 15 aiguilles et ça, on en a pour 10 euros. C'est pas cher du tout pour commencer. Mais il faut savoir toujours qu'on a des petites déconvenues avec ces aiguilles. Il faut savoir par exemple que le câble est extrêmement épais. Si on prend des aiguilles circulaires, le câble est toujours très épais, ce qui a tendance à faire des échelles sur les tricots, et ça c'est assez dommage. Et il y a aussi le fait qu'elles sont pas toujours, elles sont souvent bien polies, mais il y en a certaines qui peuvent avoir des éclats de bois, et là en fait ça rend la laine, l'aiguille inutilisable. Il faut vraiment la poncer avec un petit papier de verre pour enlever l'éclat, sinon c'est impossible à utiliser. C'est bien pour commencer, mais quand tu sais que tu vas tricoter après sur le long terme, il faut passer à autre chose, c'est ça? Ouais. D'accord. Et bah, du coup, on a fini les questions sur la laine et le matériel. On a les questions qui sont plus spécifiques au projet. Donc, on t'a demandé qu'est-ce que tu préfères tricoter et pourquoi. Donc,
quelle pièce tu préfères tricoter? Hmm. C'est une bonne question et je pense que je dirais les châles. Je pense que je dirais les châles parce que c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tricoter. Le travail des différents points, la forme qu'on peut donner. Il y a une variété de formes qui est extraordinaire. Les ronds, les carrés, les triangles, les kites, c'est les... Oh, flûte. Les cerfs-volants, les vortex, les féroé, il y en a plein, 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 plein. Il y a encore plein de formes que je veux tester, euh, que je maîtrise, mais que j'ai envie de... Quand je dis tester, c'est plus sur le terme de design, que j'ai envie de tester en design. Parce qu'en forme, je pense que j'en ai fait beaucoup, en tout cas. Et ouais, le châle, je dirais le châle, même si j'ai moins de châle que de pull, Mhm. mais c'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup tricoter. Est-ce que c'est pas un peu, ça c'est une question de moi, est-ce que c'est pas un peu répétitif les châles, quand tu tricotes le châle en lui-même, est-ce que le fait, c'est pas, comme c'est une pièce où tu as un motif en fait, ou plusieurs, mais est-ce que c'est pas répétitif par rapport à un pull où tu as plusieurs pièces par exemple, et donc tu as fini une manche, et après tu passes au devant, ou tu fais le dos, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. On pourrait dire que le pull, c'est répétitif aussi parce que tu as le devant, le dos qui sont plutôt proches, puis tu as les deux manches qui sont identiques. On pourrait dire que c'est répétitif aussi. D'accord, Le- ok. Non, mais peut-être le travail d'assemblage du pull en lui-même, par exemple, ça demande plus, je sais pas, plus de réflexion dans la construction, alors qu'un châle, finalement, tu as une forme prédéfinie et après, tu as juste à tricoter pour la remplir, en fait. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, mais je suis pas forcément d'accord parce que vu que le châle s'agrandit ou la forme évolue, il faut faire rentrer le point dans la forme en fait. Donc D'accord. je dirais que sur le sujet technique de création de patron, le châle est plus intéressant à travailler que le pull. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a des créateurs, des créatrices qui penseront le contraire. Et c'est normal, on a tous nos préférences. Mais je dirais que le châle, il y a le côté un peu plus challenge de faire rentrer le point dans la forme du châle. D'accord. Donc, en fait, effectivement, tu préfères le tricoter des châles parce qu'en fait, il y a à la fois un défi et puis il y a aussi une question que il y a tellement de formes que tu peux explorer à chaque fois que tu crées de nouveaux designs, entre guillemets, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins faire dans le tricot ou des types de projets qui vraiment, genre voilà, par exemple, les chaussettes, ça, je déteste, par exemple, tu vois. Alors là, certainement pas. Les chaussettes, ça, je risque pas de détester. Mais Euh, par exemple, autre chose. oui. Hmm, Ou ne pas, ou que tu aimes pas trop, en fait, que ça t'ennuie, par exemple. Ou c'est pas hyper stimulant comme projet. hmm. Ce qui va m'ennuyer maintenant, c'est plus les écharpes toutes simples, si elles sont pas travaillées, s'il n'y a pas de points un peu sympas ou quoi. Euh, pour moi, il va falloir que ça soit assez ludique, dans le sens où il va y avoir quelque chose de sympa à faire. Par exemple, une torsade qui va courir tout le long, ça va être sympa. Mhm. Mais ça risque de m'ennuyer sur la longueur, donc j'aurais tendance à préférer faire une écharpe qui va être un peu plus complexe. Je pense par exemple à l'étole Orphée, Mhm. qui elle est une écharpe qu'on pourrait penser justement comme étant un peu longue parce qu'on a une grosse partie en jersey et une toute petite partie de points un peu complexe. Mais justement, j'ai voulu ça pour avoir cette partie complexe en fait où pendant 10 minutes on sue sur le tricot en disant oh punaise, faut pas que je me trompe d'un point parce que là sinon ça va tout ruiner et c'est trop dommage. Et après, il y a la partie plus repos où on a la mer de Jersey. J'aime bien travailler comme ça, avoir des parties un peu plus challengeantes et les parties un peu plus repos où justement on se dit ah, c'est bon, je peux souffler un petit peu, je peux regarder une série, je peux Ouais, faire un genre truc. tricot zéro cerveau. Ouais, voilà, j'aime bien en Ok. fait allier les deux. Le tricot zéro cerveau pur, euh, genre par exemple vraiment un carré point mousse où il y aurait ni diminution ni augmentation, vraiment une écharpe point mousse, je pense que je pourrais plus la faire. Je comprends. Et donc, du coup, en fait, tes préférences sont plus liées au niveau de difficulté, au niveau de défi qu'incarne le projet, plus qu'à la nature même du projet. Par exemple, un Oui. bonnet, je crois que c'est considéré comme une pièce qui est assez simple, un bonnet en général. Mhm.
tu pourrais t'amuser encore sur un bonnet si le bonnet est assez difficile. Oui, ou en tout cas s'il y a un élément qui est assez ludique qu'il faut faire suivre tout le long du bonnet. Par exemple, des mailles croisées qu'il va falloir justement bien accorder pour que le bonnet soit bien recouvert partout et qu'il n'y ait pas de décalage entre le point de maille croisée et entre le début et la fin du tour, par exemple. Par exemple, Birta, donc c'est pour situer ceux et celles qui connaissent pas, c'est le bonnet dans la collection Islande, chapitre 3, c'est un bonnet bleu. Mm. Peut-être qu'on le mettra dans le commentaire épinglé. Celui-là, tu t'es amusé à le faire ou pas? Ou et si tu t'es amusé, qu'est-ce qui fait que tu t'es amusé à le faire? Oui, je me suis amusée. De un, c'était le point que j'avais choisi qui était un petit peu un challenge. Le fait était de bien faire en sorte que tout soit bien calé au maximum. Il y avait également le côté des diminutions où je voulais que le motif continue et fasse comme une étoile à la fin au niveau de la couronne du bonnet. Et ça, c'est un petit défi que je me suis fait et ça s'est bien passé. Donc, je suis assez contente de ça. D'accord, donc ouais, même sur un bonnet, on peut s'amuser, entre guillemets, même quand on tricote depuis 10 ans, hein. Oui, oui, je pense que D'accord. oui. Et du coup, la question suivante, c'est est-ce que tu as du temps pour tricoter des projets pour toi ou tes proches? Donc moi, par exemple. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment, du coup? Alors, bon, je pense que tu peux en témoigner. Oui. Ça fait, je pense, oh, tu me corrigeras, mais je pense que ça fait au moins 3 mois, si c'est pas un an, que tu me réclames une paire de chaussettes et que je dis, ah oui, mais il faut que je te la Ouais. fasse, faut que je te la fasse. Paire de Et que, chaussettes qu'à mon avis, je vais bientôt avoir quand même, hein. ah oui, enfin. Mais, mais voilà, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de trouver du temps pour tricoter pour moi ou pour toi, alors que j'aimerais beaucoup. C'est surtout par manque de temps parce que j'ai déjà beaucoup de choses sur mes aiguilles en même temps. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai la Memory Blanquette. J'ai aussi à côté la deuxième mitaine du coup du Live Technique qu'on a fait. J'ai les jolis pas qui sont en train de se finir. Donc là, ça va. En ce moment, ça va. J'ai que 3 projets, je dirais. Ça va, c'est gérable. Euh, mais par contre, quand je suis en préparation de formation, là, c'est bien plus compliqué parce qu'il y a des. Enfin, ça demande beaucoup plus de temps. Je dois tricoter les modèles toute seule. Donc, du coup, c'est vrai que ça demande énormément de temps. Donc, non, j'aimerais avoir du temps, mais c'est pas toujours possible. Ou alors, si c'est possible, ça se fait vraiment sur le temps long, comme par exemple les chaussettes que Matou me réclame depuis un an, qui ont mis un an, du coup, à sortir. Après, c'est vrai que ce que tu tricotes, c'est beaucoup déterminé par les impératifs, on va dire, liés au triconote. Quand tu fais des cales ou quand tu fais des formations, forcément, c'est des projets qui prennent la place de d'autres qui seraient plus personnels. Encore que les projets que tu tricotes, tu les tricotes pour toi, entre guillemets, puisque un châle ou un pull, on va dire que voilà, c'est dans les formations, c'est plutôt pour toi que tu les tricotes, hein. C'est vrai. Et donc, du coup, question qui est un peu annexe, mais qui est liée. Tricotes-tu des patrons d'autres designers, hein? Alors, je ne les tricote pas, mais je les lis. Je lis beaucoup de patrons d'autres designers, donc c'est-à-dire je prends le patron et je le lis, en fait, surtout par curiosité, on va dire, technique, pour savoir ben, comment ils font pour expliquer telle ou telle chose ou leur manière de présenter. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je pense que c'est important de savoir aussi comment fonctionnent les collègues. C'est on a tous des façons de faire et d'expliquer différentes. Et il faut savoir en fait que pour qu'une personne comprenne une technique, il faut parfois lui expliquer jusqu'à 7 fois de façon différente cette même technique pour que ça soit compris. Donc, j'aime bien avoir plusieurs façons d'expliquer les choses. Comme ça me permet de pouvoir transmettre mieux. Et est-ce que tu n'as pas peur d'être influencé en lisant les patrons d'autres designers, d'être influencé et par exemple, pas d'être accusé, mais de copier, tu vois, qu'on ait l'impression que tu copies ou... Parce que moi, par exemple, en graphisme, quand je fais des présentations, ou quand je fais, par exemple, les visuels que les triconautes peuvent voir pour les radios, etc., etc., moi, je fais beaucoup de veille comme toi, mais c'est vrai que j'avoue que parfois, c'est difficile de ne pas être influencé, tu vois.
Mm. En tout cas pas trop, suffisamment, pas assez influencé et à la fois un peu influencé, mais pas trop influencé pour pas non plus être dans la copie. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est, comment dire, ça peut paraître difficile, surtout quand on fait beaucoup de veille comme nous. Euh, Entre l'influence et le plagiat, je pense quand même qu'il y a une Ah oui, il y a grosse une grosse différence, différence. Oui. surtout en termes de tricot. Euh, le plagiat, bien sûr, c'est quelque chose de terriblement honteux parce que c'est quelque chose qu'on peut voir même dans le domaine du tricot, que ce soit des grosses marques Ça qui existe beaucoup? s'inspirent très fortement de création de créatrices. Ah Ça oui, existe, hein. il y a beaucoup de plagiat dans le milieu du tricot. Je savais Non, pas non, ça. je dis pas qu'il y a beaucoup de plagiat, je dis que ça existe. Voilà. D'accord, il y a un peu de plagiat. Ok. Ça peut arriver en tout cas. D'accord. Je dis pas de créatrice à créatrice, hein, Oui, on met oui, les de choses, marque. enfin, en tout cas, de créatrice à créatrice, j'en ai jamais entendu parler, mais de marque à créatrice, oui, de Parce marque que à créatrice indépendante. les marques produisent de manière quasi industrielle les patrons, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, enfin, ils sont, je dirais, ben, ça dépend. Par exemple, Drops, oui, c'est clairement industriel. C'est pour sortir des patrons, autant de patrons comme ça. D'accord. Ils ont des Euh, équipes qui produisent des patrons. oui, 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 oui. D'accord. Non, mais moi, je ne sais pas, donc je suis à la fois, j'ai un pied dans le tricot sans avoir un pied dans le tricot, hein, donc je me rappelle. Oui, oui. Mais D'accord. ils ont, enfin, oui, pour moi, mais après, c'est connu, hein, il y a certaines marques qui vraiment, on le sait, s'inspirent très fortement de certains patrons de créatrices. D'accord. En fait, ce que je voulais te demander par rapport au plagiat au fait que de tricoter d'autres patrons, d'autres designers ou de les lire, c'est que parfois ta créativité, on pense que la créativité, on la nourrit avec de l'inspiration, donc aller chercher ailleurs. Mais moi, ce que j'ai remarqué souvent en designant et en faisant de la recherche graphique, c'est aussi que parfois t'inspirer d'autres créations ou lire d'autres créations ou consulter d'autres créations peut étouffer ta propre créativité parce que du coup, tu n'arrives pas à te démarquer, parce que tu as l'impression toujours de copier ce que font les autres, puisque tu t'es tellement nourri de ce que font les autres, tu vois, que tu n'arrives pas à trouver ta part, comment dire, individuelle, tu vois. Hmm. Tu Je vois ce que pense je en veux dire? fait, oui, mais je pense en fait que du coup, le plagiat, c'est vraiment de la recopie sans créativité. Mhm. Tu peux avoir de l'inspiration, et là, l'inspiration, elle est normale, en fait, c'est complètement humain. Tout le monde s'est inspiré, on s'inspire de la nature, on s'inspire de plein de choses pour créer. On peut Bien sûr. s'inspirer par exemple, les grands peintres, s'inspirer des techniques de l'époque. Je pense à Léonard de Vinci. On pourrait dire qu'il a été plagié, entre guillemets, sur certaines choses. Mais je pense que, je pense que à partir du moment où tu as une dose de créativité de toi, de ta créativité qui vient se coller à quelque chose d'autre, c'est pas du plagiat. J'espère qu'on me comprend bien. C'est des éléments c'est un sujet qui peut être tabou. Je pense qu'il faut en parler justement Bon, pour c'est pas tabou. casser, pour casser justement ce sujet-là. Par exemple, un élément qui est souvent dit comme du plagiat en tricot, c'est des personnes qui vont utiliser le même point, de même point dans des tricots différents. Il y a des moments où des créateurs, des créatrices utilisent les mêmes bibles de points parce que c'est à la mode, parce que c'est des points qui reviennent bien, parce que c'est des points qui sont appréciés en ce moment, parce que c'est la tendance. Et ils peuvent être accusés de plagiat parce qu'ils vont avoir le malheur d'utiliser tous les deux le même point. Mais pour moi, ça, c'est pas du plagiat. Parce que, étant donné que ça. Bah déjà, enfin, c'est très très difficile de créer des points, déjà. Mhm. Euh, Et en plus, c'est pas du plagiat parce que c'est des projets différents. Donc, c'est-à-dire, il faut quand même inclure le point dans le projet en question. Il faut que ça rentre bien, il faut que ça soit harmonieux. Moi, pour moi, ça, c'est pas du plagiat, par exemple. C'est de Une, l'inspiration à la limite. Donc, mais, si je puis me permettre, une bonne manière, je dirais, de s'inspirer sans plagier, c'est de prendre quelque chose de quelque part et de l'amener ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, utiliser une technique que tu as vue dans un autre domaine ou un autre milieu
et importer cette inspiration dans ton milieu à toi. Mm. Par exemple, tu peux par exemple t'inspirer de la peinture hollandaise, par exemple, pour les couleurs, et les réimporter dans ton tricot, par exemple. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà, tout Et à à ce fait. moment-là, tu plagies absolument pas. Mais c'est vrai que dans le même domaine, la frontière est plus mince. Je comprends ce que tu veux dire et pourquoi ça pourrait être tabou, effectivement. D'accord. Bah, écoute, si tu n'as rien à ajouter, on peut passer à la question suivante. Si, je- Est-ce que tu comptes participer au tournoi de Knitich 2021? Ben déjà, déjà la question c'est s'il a lieu s'il a lieu, pourquoi pas? Je reste ouverte. Ça dépendra aussi des projets que j'ai, mais pourquoi pas? Oui, Franchement, en fait, de ton temps disponible. oui, voilà. Parce que le Knittich, c'est toute une stratégie à mettre en place pour tricoter, pour avoir pour atteindre certains objectifs, donc les vifs, etc. Donc même si c'est à la base pour, on va dire, réduire son stage, j'aimerais bien, en tout cas. D'accord. Je sais déjà quelle maison je fais partie en plus. Ah oui, on peut le savoir, hein. Alors, c'est Pouf Souffle, c'est les bleus? Non, c'est Pouf Souffle, c'est les Non, jaunes. c'est Serre d'Aigle, les C'est Serre bleus. d'Aigle, voilà. Tu choisis comment ta maison exactement? Il y a un quiz sur Internet. Ah d'accord, ok. Ok, ok. Donc du coup, troisième partie de cette FAQ, enfin troisième sous-partie de la première partie. Ça, c'est mon organisation. La partie apprentissage. Donc la première question, c'est quand et comment as-tu commencé le tricot? Donc la personne demande, enfin la triconote demande par des livres, par des personnes de la famille, etc. Ok. Moi, j'ai commencé le tricot. C'est une histoire un peu longue, qui s'étale sur plusieurs années. Oh ben Euh, vas-y, on a le temps. euh, Déjà, pour commencer, j'ai commencé à faire mes toutes premières mailles avec ma grand-mère. Euh, J'étais plutôt petite. Je Tu devais avais quel être, âge à peu près? je devais être en primaire, donc pas plus de 10 ans. D'accord. Et en fait, j'étais très très souvent chez elle parce qu'elle habitait juste à côté de chez nous. Et, et en fait, cette grand-mère, elle avait l'habitude l'hiver, quand je venais, d'être avec ma grande-tante, du coup. Et toutes les deux détricotaient des pulls anciens qui appartenaient à ma mère, par exemple, ou des anciens pulls qu'elle n'utilisait plus. Elle les détricotait et elle réutilisait la laine pour faire des couvertures. Donc des carrés, elle faisait des carrés de toutes les couleurs avec des rayures, du point mousse, des bordures en crochet, etc. Et en fait, quand j'ai vu ça, ben, j'ai été très vite attirée. J'étais déjà très, très manuelle. J'aimais beaucoup les travaux manuels, donc dessin, même bricoler. J'aimais beaucoup bricoler avec mon père. Donc, il me donnait une planche en bois et j'avais des petits clous et je pouvais m'amuser, enfin m'amuser. Bien sûr, j'étais surveillée étroitement, mais je et Gaston Lagaffe comme je suis, j'étais surveillée comme les lait sur le feu, mais je m'amusais à planter les clous dans la planche et je faisais des tissages avec les clous que j'avais plantés. Euh, donc du coup, j'ai commencé à faire mes premières mailles avec ma grand-mère à qui j'ai supplié de m'apprendre. Et bien sûr, le premier tricot a été un échec terrible, étant donné que je n'arrêtais pas d'augmenter mes mailles au fur et à mesure. Donc au début, je pense que je devais avoir une quinzaine de mailles en acrylique rouge, et à la fin, j'en avais une soixantaine. Et je comprenais pas, je disais à ma grand-mère, mais mamie, pourquoi ça devient aussi long de tricoter, je n'arrive plus à avancer. Bah, forcément, je rentrais sur quelque chose de très, très, très large. Donc, heureusement, j'ai été sauvée par ma grand-mère qui a tout repris. Et j'ai pu terminer, je crois, ce qui a été une couverture pour Barbie, je crois. Je pense même que ça doit toujours être quelque part chez mes parents, mais je ne sais même pas où c'est, en fait. Je pense que ça doit être quelque part. Donc ton premier projet, c'est une couverture pour Barbie? Certainement. D'accord. Et le Ok, ok. premier vrai projet, bon après j'ai arrêté parce que voilà, je pense que j'étais trop petite et puis
le coup des mailles, des 60 mailles à tricoter, ça m'avait un petit peu dégoûtée. Oui, donc tu as arrêté pendant quelques années, c'est Oui, ça? plusieurs, oui. Ouais. Plusieurs, oui, parce que j'ai repris en fait en 2012. Donc D'accord. j'avais 18 ans, tout fraîchement. Je quittais le domicile familial pour me rendre à Toulouse et faire mes études supérieures, donc dans une ville que je ne connaissais absolument pas, où je ne connaissais vraiment personne. Et étant donné que c'était dans le sud également, je m'étais dit, oh, mais les hivers, ils seront doux comme dans le sud-est. Erreur fatale. Erreur fatale, en effet. Erreur fatale parce que lorsque je suis arrivée, quelques semaines après mon arrivée, il a commencé à faire extrêmement froid. Et j'avais rien du tout, j'avais juste ma petite veste en cuir, un petit foulard en tissu, enfin rien qui allait suffire à faire passer l'hiver. Donc du coup, je me suis mise à la recherche rapide d'accessoires d'hiver pour tenir. Et j'ai fait le tour des boutiques toulousaines. Et ben, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Soit c'était pas du tout dans mon style, soit c'était trop cher pour de l'acrylique. Enfin, je considérais que c'était trop cher pour de l'acrylique. Je voulais quelque chose vraiment qui tienne bien chaud. Et j'étais un petit peu désespérée. Je commençais à retourner sur mes pas, à rentrer chez moi un peu bredouille. Et puis, je suis passée devant une mercerie en plein cœur de Toulouse. Je crois même que c'était la droguerie de tête. Et je m'arrête devant cette boutique et je vois tous les fils, les écheveaux qui pendent de toutes les couleurs. Je vois ce qui est le dévidoir tourné et je ne savais même pas qu'est-ce que c'était cet outil. J'ai été hypnotisée complètement et je me suis dit, oh, j'ai vachement hésité. Je me disais, c'est ça la solution en fait, c'est que je fasse la chose moi-même. Je commence à tourner, retourner, revenir, revenir. J'hésitais et puis finalement je suis rentrée. J'ai acheté, sans demander conseil, des aiguilles et de la laine. Là aussi, erreur fatale bis, parce qu'en Ouais. fait, j'ai acheté des aiguilles double pointe au lieu d'aiguilles droites, pour commencer. En fait, les aiguilles double pointe, elles n'ont pas de stop, elles n'ont pas d'arrêt, donc j'ai voulu tricoter mon écharpe sur des aiguilles double pointe. Je ne vous le recommande pas. C'est extrêmement long. C'est extrêmement long, ça glisse de partout, et je me disais, c'est quand même pas bien pratique le fait qu'il n'y ait aucun arrêt nulle part. J'arrive pas à tricoter correctement. Et mes mailles Et, n'arrêtent pas de partir. tu as réussi à la terminer, cette écharpe? Alors, c'était un col, c'était pas une écharpe, École? hein, mais j'ai réussi à terminer. Il était plein de trous, mais il était fini. Et je l'ai porté tout l'hiver, tellement j'étais T'es fière? fière d'avoir fini. C'est normal. Et tu l'as toujours, ce col? Oui, je crois que je l'ai toujours. Il doit être sous le lit, justement. D'accord. Et du coup, à partir de là, tu as continué à tricoter. Donc ta Oui. seconde pièce, ça a été quoi, par exemple? Je crois. Oh, ah, je Ah, me la demande seconde si c'est pas un pièce, bonnet. un bonnet? Oh bon, Ouais. suite logique, hein, Je me après demande le si c'est col. pas un bonnet. Et le bonnet, c'est mieux passé que le snood. Tu l'as pas fait avec des aiguilles double pointe, ça? Non, 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 je l'ai fait à plat et j'ai fait la couture Mhm. et il s'est bien passé, ça s'est bien passé et j'étais assez contente de moi. Donc, et puis après, bien sûr, j'ai accroché complètement et j'ai jamais arrêté. D'accord. Alors, la question suivante, elle est plus tournée vers l'avenir. C'est quelle technique tricot aimerais-tu apprendre ou approfondir? Euh, je dirais qu'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup approfondir la dentelle d'Orenbourg, vraiment les éléments traditionnels qui font la dentelle d'Orenbourg. Pour celles et ceux qui connaissent pas la dentelle d'Orenburg, tu pourrais expliquer un peu plus ce que Ce c'est? que c'est, ce à quoi ça correspond? Oui, bien sûr. En fait, c'est un type de dentelle qui est extrêmement fin, qui est connu pour sa finesse, sa beauté. La dentelle d'Orenbourg, en fait, j'en parle, je crois que j'en parlais à un moment, mais euh, les châles d'Orenbourg, en fait, sont connus pour leur moelleux, leur beauté. C'était très utilisé chez les Russes, du coup, parce que ça se situe dans le sud de l'Oural. C'était très utilisé chez les Russes pour en fait l'hiver. Elles avaient deux châles, souvent. Elles avaient un châle pour la maison, qui était un peu plus simple, et un châle pour sortir. Et là, vraiment, elles mettaient tout leur savoir-faire dans ce châle pour sortir. C'est euh, c'est une tradition qui remonte à il y a plus de 300 ans.
Et c'est Ah oui. tricoté souvent avec un fil de chèvre d'Orenbourg. Et en fait, c'est un fil qui est connu pour être l'un des plus fins du monde. De tête, je crois, on est entre 12-14 micromètres de poil. Donc c'est vraiment très, 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 très fin. C'est pas du tout la chèvre cachemire, hein, c'est un autre type de chèvre vraiment typique de la région. Et en fait, c'est ce duvet qui rend les châles d'Orenbourg doux et fins à la fois, et en même temps extrêmement chauds. C'est pour, euh, pour la petite anecdote historique, ces châles, ils étaient tant demandés à une époque qu'il y avait beaucoup de contrefaçons qui étaient faites, et pour reconnaître justement un châle d'Orenbourg, on les faisait passer à travers une alliance. Et c'est de là que vient le nom de châle d'alliance pour les châles d'Orenbourg. C'est pour reconnaître le châle d'Orenbourg, il faut le passer à travers une alliance très facilement. D'accord, ok. Intéressant. Moi, j'aurais appris quelque chose. Du coup, d'accord. Et cette technique, il n'y a que cette technique que tu aimerais approfondir ou il y en a d'autres? En vrai, il y a toutes les sortes de dentelles que j'aimerais approfondir, et il y a plus un projet que j'aimerais vraiment tricoter, c'est le voile de mariée, justement en dentelle d'Orenbourg ou dentelle Shetland. C'est vraiment un projet qui m'attire, et de manière générale, les projets qu'on appelle intergénérationnels, c'est-à-dire des projets qui peuvent se transmettre de génération en génération. Par exemple, une robe de baptême pour bébé, le voile de mariée, qui sont des pièces qui sont très peu utilisées du coup par essence, mais justement qui se doivent d'être belles pour les occasions qu'elles supportent. C'est vrai qu'il y a plusieurs, dans le tricot, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect activité, on va dire hobby, activité ludique. Il y a l'aspect mode porté, et il y a l'aspect effectivement intergénérationnel qu'on voit un peu moins. Enfin, en tout cas, je le vois un peu moins passer sur toutes les pièces intemporelles, entre guillemets, Oui, moi c'est vraiment ce genre de pièces sur lesquelles tu aimerais te tourner. que j'aimerais créer, ou en tout cas tricoter, ça c'est certain. D'accord. Et une autre question, quel a été le projet le plus satisfaisant et celui qui a été le plus problématique? Hmm. On va commencer par lequel? Bon, on va commencer par le plus problématique et comme ça, on va du pire au mieux. Voilà. Euh, alors le pire, ça a été lorsque je commençais à tricoter justement. Euh, je devais faire un bonnet pour ma petite sœur, et elle me demandait un bonnet avec des oreilles de chat. Donc j'ai trouvé un petit modèle sur Internet, je commence à le suivre. Et puis, grande aventurière que je suis, je me dis, mais non, là, comme c'est précisé dans le patron, ça va jamais faire des oreilles bien dessinées, vraiment qui ressortent bien. Euh, je vais essayer de bidouiller quelque chose. Donc, je commence à bidouiller un petit peu. Et en fait, terrible erreur, au lieu d'avoir des oreilles de chat, je me retrouve avec un bonnet qui ressemble plus à des cornes de viking plutôt qu'à autre chose. Donc, je me retrouve en D'accord. fait avec ce bonnet avec des oreilles qui pointent vers le haut, mais qui ont commencé à partir un peu sur le côté et qui remontent vers le haut. Enfin, c'est vraiment le casque d'Astérix, quoi. C'est vraiment ça. Je vois l'idée. Ah oui, je suis en train de regarder, je savais pas que ça existait les bonnets avec des oreilles de chat. Ceci, il y a plein de choses qui existent. Et Très joli. c'est un appel. Je suis pas sûr quand même de l'assumer. Euh, Ouais, voilà, Et du donc ça, coup, c'est peut-être le pire. et du coup, oui, c'est ça, c'était en gros, c'était le bonnet oreille de chat qui est devenu casque d'Astérix. D'accord. Voilà, qui a jamais Et, été porté. et allons vers le mieux, donc le projet qui a été le plus satisfaisant. Je dirais le châle Ariane de Mon châle à la carte, et je vais expliquer pourquoi. Ce châle, en fait, je l'ai travaillé avec les éléments de design de dentelle Shetland, en essayant de respecter aussi au maximum les, les règles de design des dentelles Shetland. Il faut savoir qu'il y a des règles de design pour ces châles-là. Et j'ai essayé de respecter au mieux les règles qui étaient données. Et c'était la première fois que je me lançais dans la création justement d'une dentelle aussi
on va dire, travaillé que la dentelle Shetland. Et lorsque je D'accord. l'ai eu terminé, j'étais très contente parce que ça avait demandé beaucoup de travail de design. J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup douté en me disant est-ce que ça va marcher ou pas. Et finalement, tout a bien fonctionné et je suis très contente de ce shell. D'accord. C'est vrai qu'on oublie souvent avec les formations, c'est que les formations aident les triconautes à progresser en tricot, mais aussi toi, ça te permet de te dépasser dans ta pratique du tricot, on va dire. Oui, Que voilà. tu te poses des Là, défis que tu te poserais peut-être pas pour toi toute seule à la base, hein. oui, peut-être que si j'avais vraiment voulu un châle Shetland, j'aurais peut-être été flemmarde en me disant oh, bah, je trouverais bien quelque chose de sympa sur Internet, il y en existe des tas. Mm. Euh, mais là, le fait de vraiment le créer et d'essayer de respecter les règles, ça a vraiment été un challenge très sympa. Oui, ça t'a mis dans une autre disposition mentale, on va dire. Et question polémique, as-tu Ah, déjà eu envie d'arrêter le tricot? oh, grosse question. Ah, vas-y, tu peux prendre ton temps sur cette question-là. Hmm, oui, j'ai déjà voulu arrêter le tricot plusieurs fois. Euh, La première fois, c'est lorsque j'ai commencé à publier sur YouTube, Donc au début c'était quand à peu près? Quelle 2000 année? 2014, je dirais. D'accord. Et tu as commencé à tricoter en 2012. Oui, D'accord. Tu as recommencé à tricoter en 2012. oui, voilà. Enfin, je peux pas dire que j'avais vraiment commencé Tu enfin, avais à quand même fait une 6 ans. couverture pour Barbie. Oui. Euh, Donc en 2014, tu as eu envie d'arrêter le tricot. mhm. J'ai eu envie d'arrêter parce que j'avais commencé à publier mes vidéos sur YouTube, ça fonctionnait extrêmement bien. Et j'ai très vite reçu énormément de messages qui me demandaient de l'aide et donc des conseils, etc. Aujourd'hui, j'en reçois encore, tu le sais. Oui, oui, Mais bien sûr. les messages de l'époque étaient très, très particuliers dans le sens où il y avait... euh, donc, c'était des choses en fait que vraiment je réalisais personnellement. Il y avait des messages, par exemple, où il y avait ni un bonjour ni rien. Il y avait aidez-moi à faire un pull taille L. Voilà ma laine. Faites-moi un pull sur mesure. Et Oui, en gros, c'était entre guillemets, résous mon problème. Voilà, voilà, c'est ça. tout à fait. Mm. Et à l'époque, j'étais très, 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 très timide. Je manquais énormément de confiance en moi. Euh, à la base, je suis une grosse timide. Et, euh, Et en fait, je n'osais pas dire non aux personnes qui m'écrivaient ça. Donc, je faisais les éléments qui m'étaient demandés. Des grosses Et, erreurs. et, et en fait, ben, il y a eu de plus en plus de demandes comme ça. Moi, ça me demandait énormément de temps. En parallèle, j'avais mes études. J'étais en licence. J'étais en licence, troisième année de licence. Donc, j'avais énormément de travail. En plus, cette licence me demandait énormément de temps, beaucoup euh, comment on dit, d'implication personnelle. Et peut-être on aura l'occasion d'en reparler du coup dans le café tricot, plus sur ce sujet-là. Mais euh, ça me demandait énormément de temps et en fait, ça m'a vite épuisée parce que je faisais soit je réglais des problèmes vraiment au cas par cas et j'accompagnais des personnes de A à Z dans un patron, mais vraiment de A à Z, du montage à la finition. Ce qui n'est pas une solution vraiment, mais bon, oui. Voilà, ce qui n'est pas une solution. Une Ni pour autre, toi, ni pour elle, d'ailleurs. oui, l'autre type de message que je recevais, c'était des personnes qui me demandaient de créer des patrons directement. L'autre type de message après, c'était trouvez-moi une sélection de patrons comme ça, comme ça, comme ça, et gratuit. Ah oui, oui, celles qui veulent comment on appelle ça, Des sélections, Oui, 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 on en reçoit des mails encore comme ça, d'ailleurs. Mais on reçoit aussi des mails qui demandent des résolutions de problèmes particuliers. oui, mais maintenant je le fais plus parce que en fait, ça arrivait tellement de fois que ça m'a dégoûtée. Déjà ça me dégoûtait et en fait le point final, ça a été lorsque j'ai commencé à recevoir des messages négatifs. Donc C'est-à-dire, là, excuse-moi, tu avais, pour contextualiser, on était en 2014 et tu avais le blog, qui s'appelait À l'Estudiantine, c'est ça? oui, tout à fait. Tu avais la chaîne J'avais YouTube. la chaîne YouTube, j'avais Facebook, je crois déjà.
Mhm. Et Euh, Instagram, enfin voilà, les réseaux sociaux habituels. Mais tu avais déjà le blog, et c'est sur le blog que tu recevais aussi, sur les commentaires YouTube et sur le blog, tu recevais Ce ces genre de demandes. message, oui. D'accord. Qui te Et demandaient beaucoup d'énergie. voilà. Et c'est c'est par ces canaux-là que je recevais tous ces messages-là. Et on est donc vers 2014 et vers 2016, je crois. Il faudrait vérifier, mais en fait, j'ai fait ma toute première vidéo en face cam, alors Mhm. qu'avant, je ne voulais pas me montrer. J'étais trop timide, Timide. j'avais peur du regard des gens, en fait. Mhm. Et aussi parce que c'était un projet à l'Estudiantine, c'était un projet que je gardais un peu pour moi. C'était un petit secret, en fait. D'accord. Et puis finalement, j'ai réussi à prendre confiance en ce que je faisais. Je voyais que ce que je faisais, ça plaisait. Donc j'ai continué et je me suis dit, bah, je vais faire ma première vidéo en face cam et je vais faire un petit tuto. Et en fait, juste avant, je vais faire un petit face cam avant. Donc je vais parler un petit peu par exemple, je crois que je me demande si c'était pas raglan, sur les manches raglan. Je commence à tourner ça et en fait, je reçois très vite des commentaires qui me disent mais tais-toi, tu sais rien, euh, ça sert à rien, trop de blabla, le tuto direct. Enfin, vraiment, j'ai Et eu des messages très très durs. c'est des gens qui voulaient directement la réponse, c'est ça? Voilà. Ouais. Mm. Et je me suis rendu compte en fait comment dire, que ça me touchait énormément ces C'est normal. messages. À chaque fois, on dit oui, mais ça, ça n'existe pas dans la communauté, tous les gens sont bienveillants. Non, c'est pas vrai. À partir du moment où on touche des personnes sur Internet, où on touche une multitude sur Internet, on peut avoir une multitude de commentaires. Et moi, j'en ai fait l'amère expérience en ayant des commentaires très, 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 très durs de personnes qui me disaient que voilà, je savais rien, que j'étais jeune, que je ferais mieux de me taire, que je n'avais aucune leçon à donner, que je ne faisais pas les choses bien, que je tricotais mal, que je n'employais pas les bonnes techniques. C'est d'ailleurs pour ça que je dis à chaque fois aux triconautes, non, vous ne faites pas les choses mal, il y a plein de façons de faire différentes, et ne laissez personne dire que votre tricot, vous tricotez mal ou que votre tricot est mauvais ou que votre technique tricot n'est pas la bonne. Il n'y a pas de bonne technique tricot, c'est totalement faux. Euh, il y a juste diverses façons de tricoter, diverses personnalités, diverses personnes, et je pense que c'est important de le redire. Et Mm. ça a Et, failli oui, oui. Et ça a failli me faire arrêter le tricot. J'ai laissé tomber le YouTube. J'ai arrêté d'écrire pour le blog alors que j'avais un rythme de publication qui était extrêmement régulier. Ça m'a vraiment, vraiment touchée et durement. Mhm. Et j'ai vraiment repris, je dirais, les mails, les réponses, les vidéos quand on s'est rencontrés du coup, en 2016. Oui, 2016-2017, ouais. Donc C'était fin 2016, hein. Oui, donc voilà. pendant 2 ans, en fait, tu as ralenti le blog et du coup, tu as arrêté le tricot en grande partie parce que tu avais associé le tricot aussi à ta pratique sur Internet, non, en fait. Oui, ça m'avait vraiment pas dégoûté, mais ça me faisait douter en fait de mes réalisations. J'arrivais pendant très longtemps, j'ai pas réussi à terminer un tricot pour la raison que je disais en fait, parce que je repensais aux messages qui me disaient que je savais rien, que je ferais mieux de me taire, que ce que je faisais c'était moche, que c'était. Tu dirais que la question de l'âge, c'est un prétexte c'est-à-dire pour justifier des gens désagréables qui, en gros, utilisent ton âge pour te descendre, ou c'est réellement, c'est un argument, c'est quelque chose de discriminant, l'âge en tricot. Être trop jeune, ça veut dire, par exemple, ne pas avoir assez tricoté, donc ne pas assez s'y connaître forcément. Pour certaines personnes, en effet, c'est ce qu'elles vont penser. Elles vont penser, oui, mais elle est jeune, je tricote mieux qu'elle parce que ça fait 10 ans que je tricote, etc. Oui, mais si pendant 10 ans, t'as fait que du point mousse, euh, bah, Tu as aussi des bah, choses à tu apprendre, sais, hein. as aussi des choses à apprendre, en fait. Donc, Ouais, je comprends. et en fait, pour contrer cela, euh, j'ai appris énormément, vraiment, parce que justement,
comment dire? Pour leur donner tort un peu. Oui, pour leur donner tort, en fait, j'ai appris énormément dans les livres d'autres pays. Donc, j'ai beaucoup lu de livres à l'étranger. Je me suis nourrie vraiment de blogs américains, anglais, australiens, même du japonais. Je parle pas un mot de japonais, mais j'utilisais beaucoup Google Traduction. Et en fait, j'essayais de décrypter le Google Traduction parce que forcément, il y a des soucis de traduction. Donc, je décryptais comme ça. Euh, et j'ai énormément lu de livres étrangers. J'ai testé énormément de techniques pour me dire justement, ben, en fait, elles ont tort. J'apprends plein de techniques et je vais donner tort aux personnes qui disent ça. Mm. C'est pas parce qu'on est jeune que qu'on ne sait pas les choses. Mm. Surtout que des critiques on va dire sur tes capacités venant de personnes qui veulent avoir une réponse toute faite, toute prémâchée à un cas extrêmement particulier, ça vaut ce que ça vaut quand même, hein. Mm. Et pour être sur du plus positif, combien de temps tu consacres au tricot par semaine et comment tu t'organises pour ça en fait, au quotidien? Hmm. Alors, je dirais, tu me corriges, hein, mais je dirais au moins 7 heures par semaine, donc 1 heure par jour, quand je ne suis pas en préparation de formation. Ah, moi je dirais 1 heure à 2 heures, hein, parce que tu tricotes avant le boulot et tu tricotes après le boulot. Donc, Ouais, donc 7 heures vraiment minimum par ouais. semaine, voire 14 du coup, entre 7 et 14 heures en période non préparation de formation. Oui. Mais je pense que c'est difficile de se rendre compte aussi parce que c'est une activité que tu fais, que tu poses quand tu as le temps en fait. Donc tu es tout le temps un peu en train de tricoter en fait. Oui, bah, c'est quand on va au médecin, j'ai Voilà, toujours le c'est ça, tricot dans le sac à c'est main. ça. C'est ça, effectivement, ouais. Médecin, ou même pour tous les rendez-vous en fait, quasiment. Oui, ça c'est vrai, j'ai toujours un tricot avec moi, même quand en soirée, il y a toujours le tricot qui me suit avec moi. Ce qui est un bon élément, hors sujet, mais ce qui est un bon élément socialisant quand même, hein. Parce qu'à chaque fois, les gens te parlent par rapport au fait que tu tricotes et ça permet de nouer de nouvelles relations, de nouveaux contacts, hein. C'est enfin, vu d'un regard extérieur qui est le mien, c'est très socialisant le tricot, je trouve. J'aime bien dire que le tricot est un lubrifiant social. C'est vrai, c'est vrai. Bonne formulation. Donc du coup, 7 à 14 heures par semaine et tu t'organises comment? Alors 7 à 14 heures quand je ne suis pas en préparation de formation. Oui. Et quand je suis en préparation de formation, je pense qu'on peut monter à 4 heures par jour. Ouais, alors là, les Donc, préparations de formation, c'est quand tu as le strap autour des mains, comme les boxeurs, oui, voilà. Donc là, c'est vraiment, je suis en mode berserk. C'est Ouais. berserk du Oui, oui, tricot. je comprends. Euh, alors du coup, 7 fois 4, 28 heures, du coup, Hmm. je pense. Et je pense même que je sous-estime mon chiffre. Parce que parfois, Ouais. il y a enfin, tu l'as vu, il y a des formations où j'ai tricoté toute la journée vraiment, 8 heures, 8h, 17 heures. Oui, 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 effectivement, oui. Après, ça dépend si tu es au boulot ou pas aussi, voilà, quoi. Oui. Il y a les vacances, il y a les week-ends, il y a les jours fériés. Mm. Et tu t'organises comment au niveau, pour pouvoir tricoter au maximum, en fait, pour pouvoir, par exemple, quand tu es en période de formation, pour pouvoir tricoter autant, comment tu fais pour t'organiser? Bon, j'ai à peu près la réponse, moi, vu que je participe à ça, mais En période de formation, j'essaie vraiment de me mettre, en fait, j'ai une petite astuce que j'ai développée, ça s'appelle le deep knitting. Ce sont des moments alors, où, pour traduire, c'est tricot profond en anglais, ça veut dire. ouais, voilà. Donc, le deep knitting, en fait, c'est des périodes de focus intense, donc où je suis exclusivement concentrée sur le tricot. Euh, Par exemple, 1 heure, je ne fais absolument rien à côté, je regarde pas de podcast, j'écoute peut-être qu'il y a une musique de fond, mais euh, vraiment, je suis 100% sur le tricot. Je me lève pas, j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main. Et Matou le sait, dans ces moments-là, il ne me dérange pas. Quand je dis je suis en deep knitting, c'est vraiment je fais que ça, il faut que j'avance là. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où il y a beaucoup le mythe de la polyvalence qui a émergé et qui règne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est polyvalent, qu'on peut faire plein de tâches à la fois et les faire correctement, mais en fait, c'est faux. On est conçu pour être tendu, en tout cas sur des activités qui demandent beaucoup de concentration, on est tendu vers un seul objectif et pas plusieurs, sinon on ne peut
pas avancer. Oui, Effectivement. c'est le côté justement où on ne jure que par la polyvalence. Je pense que c'est une erreur parce que l'humain n'a qu'un cerveau. Mm. Et surtout, on a une capacité de concentration qui est limitée. Il n'y a qu'à voir les enfants dont on dit tout le temps les plus petits, ils ont une capacité de concentration de 15 minutes pour chaque activité. Je pense que les adultes, c'est certes plus élevé, mais il ne faut pas exagérer. Il n'y a qu'à voir déjà quand on était au lycée ou au collège combien c'était difficile de rester dans une salle plus de 2 heures. Mhm. Rester concentré plus de 2 heures dans une salle, c'est à mon avis totalement impossible. Et c'est renier les principes même de l'équilibre humain, du cerveau, de Mm. tout ce genre de choses. En général, en polyvalence, on dit quand même que les femmes sont plus polyvalentes, mais ça, de ce que je sais en tout cas, c'est beaucoup lié en psychologie évolutionniste, on appelle ça, c'est beaucoup lié au fait que dans les cavernes, enfin à l'époque des cavernes, etc., quand les hommes étaient à la chasse, les femmes devaient à la fois surveiller les enfants et s'occuper de la cuisine, des tâches de la tribu, etc., ce qui faisait qu'elles faisaient plusieurs tâches, mais qui étaient peu engageantes au niveau concentration, on va dire, au niveau implication. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'être. On peut pas, on n'est pas polyvalent pour des tâches qui qui demandent beaucoup de concentration. Notamment le tricot, je présume que ça demande beaucoup de concentration. Oui, même un tricot zéro cerveau, en fait, je pense que ça demande de la concentration, en tout cas pour être efficace, pour monter rapidement, pour tricoter rapidement. Je pense que ça demande de la concentration. Le tricot, ce qui est bien, c'est que c'est une activité justement qui est assez adaptable, Mhm. c'est-à-dire qui peut être très polyvalente, mais il y a certaines tâches dans le tricot qui vont demander, si on veut atteindre certains objectifs, si on veut faire certains éléments, qui vont demander beaucoup plus de concentration. Typiquement, quand on fait un talon de chaussette, il vaut mieux compter les mailles plutôt que juste tricoter tout droit. Mais tu dirais que du coup, vu qu'on ne peut pas rester concentré plus de 1 heure, 2 heures, enfin à peu près, voilà quoi, dans l'idée, le deep knitting, ça serait en fait faire des phases d'1 heure, 1 heure et demie, où tu es pleinement concentré à 100%, avec par exemple une musique dans les oreilles apaisante et tu tricotes, et après faire une pause de 10 à 15 minutes et reprendre après, c'est ça en fait? Couper Oui, ces. quitte à pas faire 1 heure complète, Oui. justement si on est vraiment sur quelque chose de très complexe. Mais par exemple, déjà 30 minutes de deep knitting, je trouve que ça rend le tricot bien plus efficace. Et tu dirais que plus tu tricotes, plus la phase de tricot est longue, plus tu tricotes vite, un peu comme l'énergie cinétique, tu sais, plus l'objet est en mouvement, plus la vitesse s'accélère, c'est ça? Oui, C'est ça la vitesse. je pense que oui. Oui, oui, c'est l'énergie cinétique. Je dirais que oui. Quand tu es lancé, en fait, déjà de base, il faut savoir que le corps a une facilité de mémoire musculaire au bout d'un moment. Mhm. Et je pense que c'est pareil pour le tricot. Donc en sport, par exemple, plus tu vas t'entraîner à faire le même mouvement, plus le mouvement va être fluide et automatique. Mhm. Je vois, ouais. C'est ce qu'on dit, par exemple, dans le sport de combat. On dit entraînez-vous plusieurs fois à faire le même mouvement. Ça a peut-être pas de sens, mais en fait, le corps va complètement imprimer le mouvement. Et lorsque la situation arrivera et où il faudra réagir comme ceci, le corps réagira de manière complètement automatique. D'accord, d'accord, je vois. Oui. C'est aussi lié ce qu'on appelle les neurones miroirs en psychologie évolutionniste. Mais oui, oui, d'accord. Euh, pour passer ok, pour passer à la suite, est-ce que tu préfères le processus de création ou l'objet fini? Est-ce qu'il y a une bonne réponse à cette Ouais, est-ce que question? tu préfères le chemin ou la destination? Oui, mais justement, je pense qu'il n'y a Eh, pas vraiment de bonne réponse en fait. La question, c'est est-ce que tu préférerais l'acheter en magasin, par exemple, tu vois? Là, tu n'aurais que l'objet fini, en fait. Mais je Ah sais pas non, si c'est bah les non. choses. Alors si c'est juste l'objet fini, non, bien sûr que non. Je préfère le processus. Je Hmm. préfère clairement le processus plutôt que l'objet fini, même si je pense que, en fait, je vais t'expliquer pourquoi je doute sur cette question. C'est parce que pour moi, l'objet fini est important aussi. Mhm. J'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée que je vais tricoter quelque chose que je ne vais pas pouvoir porter. D'accord. Parce que tu as toute une partie chez les tricoteuses qui ne portent pas ce qu'elles tricotent, c'est ça?
Il y en a une partie, en effet, qui, par exemple, crée des châles, énormément de châles, et qui ne les porte pas. D'accord. Et c'est deux camps, en fait. Ou des T'as les chaussettes. pros. D'accord. Tu as ceux qui les portent et ceux qui les portent pas, en fait, c'est ça? Je dirais. Et en fait, moi, je trouve ça trop dommage de tricoter de belles pièces et de jamais les sortir du placard. Je trouve ça un peu dommage. D'accord. Oui, oui, je comprends. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de porter une pièce de tricot fait main parce qu'il y a quand même pas ce côté magasin. Et il faut pouvoir le marier avec tes vêtements. Après, c'est selon ton style. Il faut tricoter en fonction de ton style aussi, je pense. Oui, c'est justement pour ça que j'encourage les triconautes dans les formations. À chaque fois, je dis planifiez bien en fonction de votre Le garde-robe, plan. parce que sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose que vous n'allez pas pouvoir porter et c'est trop, trop dommage d'avoir passé du temps à faire quelque chose que vous ne pourrez pas utiliser parce que finalement, c'est pas votre couleur, parce que vous savez pas avec quoi l'accorder. C'est c'est vraiment, c'est vraiment Oui, triste, en fait. c'est vrai que c'est dommage finalement de passer autant de temps sur un projet puis de le laisser dans le placard ou de même pas le donner à quelqu'un qui pourra le porter, par exemple. C'est Oui. vrai que c'est Ça, passe par à côté. exemple, c'est quelque chose que je fais beaucoup vu que j'ai un grand amour des châles et que je ne peux pas tous les porter. Pendant une période, j'en ai beaucoup donné, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un stock plus réduit, que j'ai Mhm. plus de pulls. Les pulls, j'ai plus tendance à en porter l'hiver. Mais du coup, les châles, c'est vrai que c'est pas toujours facile de les faire tourner régulièrement. Donc, pour les faire tourner plus facilement, je donne beaucoup. Enfin, à une époque, j'ai beaucoup donné de châles, d'écharpes, de bonnets. J'ai énormément donné de ces petits objets-là, et Et puis même si ça fait le de bonheur pulls. en plus. Si ça fait le bonheur d'autres personnes, c'est tant mieux, hein. Oui, et il vaut mieux que voilà, justement, que ça serve au bonheur d'autres personnes plutôt que de le laisser prendre la poussière. Je préfère ça plutôt que le laisser enfermer. Mhm. La dernière partie, donc c'est la partie sur les livres, une question livresque de cette interview, enfin de cette première partie d'interview, toujours ma fameuse organisation. Alors, la première question, c'est de cette partie livresque, c'est: vas-tu refaire un livre de tes modèles de tricot comme ma garde-robe à tricoter? Hmm. Alors, prêt à retenter l'aventure de ma garde-robe tricotée 2? Euh, non, pas, en tout cas, c'est pas prévu. J'ai bien eu des demandes de maisons d'édition qui me disaient qu'elles étaient intéressées pour qu'on fasse un livre ensemble, mais je ne pense pas refaire l'expérience. Euh, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, créer un livre. C'est quelque chose qui demande beaucoup de dons de soi, parce que c'est, comment dire, euh, lorsque moi j'ai créé les patrons, il y a plusieurs allers-retours, il y a toute une organisation. En tout cas, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir comment ça fonctionnait. Mais je ne me sens pas capable aujourd'hui de reprendre, de refaire cela dans les mêmes conditions en tout cas. Bah, Euh, du coup, on a une seconde question juste qui est liée. Je vais la poser comme ça, tu peux nous en dire plus. Vas-y. Comment s'est passée l'écriture du livre ma garde-robe à tricoter? Ah ben justement, j'allais développer là-dessus, donc Voilà, donc c'est lié. Donc pour dire, le livre, en fait, ça faisait un moment que cette idée me trottait dans la tête. J'avais une idée de livre où il y aurait justement plusieurs types d'ouvrages qui pourraient être la base d'une garde-robe capsule. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les garde-robes capsules, ce sont des garde-robes plutôt restreintes qu'on appelle plus minimalistes, euh, mais qui sont travaillées d'une certaine façon pour que les pièces puissent être accordées facilement entre elles de diverses façons. Donc, par exemple, on va prendre un chemisier et ce chemisier va aller sur une jupe, sur une robe, sur un pantalon. C'est ça, les garde-robes capsules. C'est avoir moins de vêtements, mais faire en sorte qu'ils s'accordent mieux entre eux. Et ça faisait un moment que je réfléchissais à un livre comme ça, un peu garde-robe capsule en tricot, et surtout qui propose des tricots aussi qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on voit pas forcément. Donc, j'avais déjà des idées de shorts, etc., comme ce qui est dans le livre. La jupe en tricot aussi, qui est quand même très originale et dont le motif est quand même pas mal. Même moi qui connais pas grand-chose en tricot, j'avais beaucoup aimé. Oui, voilà, typiquement, c'est les deux sortes de tricots que je voulais mettre dans ce livre, alors que c'est pas des choses auxquelles on est habitué.
Oui, et ce qui est surprenant en plus, c'est qu'il se marie extrêmement bien avec une garde-robe classique, on va dire non tricotée. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Alors que c'est Oui, pas commun dans le tricot. oui, oui, oui. C'était le but en tout cas de ce livre. Donc voilà, cette idée me trottait depuis un moment dans la tête. Je me disais, il faudrait quand même que j'arrive à faire quelque chose comme ça. Je savais pas trop par quel biais le prendre et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un livre? Et un petit peu au culot, j'ai envoyé un mail à une maison d'édition, donc qui s'avère être Mango Édition. Et je me Mhm. suis dit, bah, écoute, ça tombera là où ça tombera, on verra bien s'il y a quelque chose. Et j'ai été recontactée du coup par l'éditrice Mélanie Jean qui m'a dit qu'elle était très intéressée par ma proposition, par mon idée de livre et que ça l'emballait pas mal. Donc on a commencé à travailler ensemble. On a fait un book, donc un chemin de fer, un book. Un chemin de fer, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on met dans le livre, qu'est-ce qui va être abordé, quels modèles vont être présents. Et après, il y a le book qui correspond en fait aux inspirations, au travail sur les patrons, etc. Euh, donc il y a eu tout ça. Il y a eu, après moi, j'ai eu mon travail du coup de création de patron. Donc je lui ai présenté mon book, elle était bien intéressée. Il faut savoir que les modèles de ma garde-robe à tricoter, je les ai travaillés selon des couleurs, selon des sensations que j'avais envie de transmettre. euh, qui m'inspirait en tout cas. Par exemple, le gilet léger, je le voulais comme une plume, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce fil-là, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. Euh, j'ai tout Par exemple, travaillé de cette façon. le pull avec le dos évasé, c'est ça qu'on dit? C'est enfin, le dos, Le dos la torsade noué. dans le dos. Tu t'es parti de quelle inspiration pour celui-là, par exemple? Alors je suis partie en fait d'un pull que j'ai vu sur une personne lors d'un voyage aux États-Unis, à New York. D'accord. J'avais vu ce genre de pull lorsque j'étais partie et c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose comme ça. Euh, Ça a l'air pas mal, ça m'inspirait pas mal. Donc, j'ai, je me suis souvenue de tous ces voyages que j'avais faits, etc. Et je me suis inspirée des couleurs, des sensations, justement, pour créer, par exemple, ce pull à torsade jaune. Et pourquoi jaune moutarde? Ben, tout simplement, en fait, j'étais dans un magasin de jouets quand j'ai vu Mhm. cette personne. Me demandez pas pourquoi j'étais dans un magasin de jouets à New York, mais c'est c'est surtout en fait pour le côté immense des magasins. J'étais à c'est mince, c'est Je pourrais pas t'aider là. Je connais pas de oui magasin de oui jouets. oui. Non non, Mais mais c'est pas le magasin de jouets, mais c'était un magasin de jouets qui était tout proche de c'était à Manhattan. Bon, tant pis, ça me reviendra, et puis au pire, c'est pas grave. C'était en plein Manhattan, donc en plein cœur de New York. Et, et en fait, toutes ces lumières, tout le côté très visuel de New York, moi, pour moi, ça s'est catalysé dans le jaune moutarde. Je ne sais pas pourquoi. d'accord. Ouais, c'est pas, en tout cas, c'est une belle pièce. Donc, Oui, ça, elle plaît pas mal. ça s'est bien retourné, on va dire. Et du coup, donc là, à ce moment-là, on est à quelle période? Puisque le livre est sorti en septembre 2019, c'est ça? Je dirais même octobre. Octobre, oui, octobre. Fin septembre, début octobre, c'est ça? Oui, oui. Euh, il est sorti en octobre, donc après, il y a eu le rendu des textes en mai. Mhm, Puis il y a eu les photos. Donc pour les photos, je devais vite terminer les tricots avant juin, je crois, ou mai. mhm, Donc je devais terminer les tricots parce que les tricots, ce n'est pas moi qui ai fait les photos. On les a envoyés à la photographe qui s'est chargée de faire les photos. mhm. Euh, Et l'idée, tu l'avais eu un an avant à peu près. Tu avais oui, eu le premier contact un an avant. Donc en gros, on est sur une plage d'un an et demi pour faire un livre. Un an et demi à 2 ans, c'est ça? ouais, oui. Après, je me souviens que lorsque j'avais contacté Mélanie Jean, elle disait qu'on avait le temps, euh, qu'on s'y prenait tôt. Mhm. Mais oui, un an, au moins un an et demi pour un livre. D'accord, ok. Donc oui, c'est pour à peu près représenter. Et après, il y a tout ce qu'on pourrait appeler le service après-vente qui est, on va dire, après que la personne ait acheté le livre, si elle a un souci, elle te contacte, c'est ça? Si elle, Voilà, genre, par exemple, elle n'arrive pas à réaliser un modèle, tu vas aider derrière pour le modèle, par exemple, en question, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc après, il y a Donc tout le c'est vrai. travail, en effet, de post-vente où du coup, on gère s'il y a des questions, s'il y a Mhm. des interrogations par rapport à la création des modèles, etc. Oui, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, un livre au final. Oui, c'est énormément de travail. D'accord. Et pour terminer, donc, la dernière question, donc ça sera quels livres te sont le plus précieux dans ta bibliothèque tricot? Ah, alors j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Je vais pas dire toute ma bibliothèque, mais je vais en sélectionner quelques-uns. Mhm. Le premier, c'est A History of Hand Knitting. Mhm. C'est écrit par Richard Ruth, qui est le père de Leicester, donc c'est le curé de Leicester, qui a créé un ouvrage extrêmement complet sur l'histoire du tricot, Mhm. qui est absolument fantastique. C'est un des rares livres où on parle vraiment du tricot en Europe. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'histoires du tricot aux États-Unis, mais assez peu d'éléments sur l'histoire de l'Europe. Donc, Monseigneur Richard Ruth a vraiment fait un travail euh, extraordinaire de recherche, de travail. Ça remonte, il a réussi à remonter jusqu'au Moyen Âge, donc vraiment avec des pièces, un travail absolument exceptionnel. Donc si vous lisez l'anglais, History of Knitting de Richard Ruth. On mettra la référence dans les commentaires épinglés. Aussi, si vous aimez l'histoire du tricot, là par contre, euh, c'est plus tourné vers le social et c'est plus américain, mais c'est quand même intéressant. C'est The Social History of American Knitting. Mhm. Et là, c'est de Anne MacDonald. C'est un livre aussi qui est très intéressant, qui prend le tricot du coup vraiment sur le pan américain. Et c'est intéressant justement de voir comment s'est travaillé le tricot aux États-Unis, en Europe, les différences, comment ça s'est développé, etc. C'est assez intéressant. Donc si c'est quelque chose qui vous titille un petit peu, je vous recommande. Je pense déjà que là, tu as répondu à la grande question qu'on te pose à chaque radio tricot, c'est d'où te viennent toutes ces connaissances en histoire du tricot. Oui, c'est beaucoup d'ouvrages et beaucoup de recherches annexes parce que c'est des informations qui sont très rares et très dures à trouver, Notamment en français. T'as pas, notamment en français, il n'y a pas d'ouvrage, en tout cas à ta connaissance, il n'y a pas d'ouvrage de référence en français sur de l'histoire l'histoire du du tricot. tricot, non. Ah bah écoute, peut-être à écrire dans les années à venir. Pourquoi pas? Et, et autre chose, un autre livre, là c'est plus une bible de points que j'aime beaucoup, particulièrement en ce moment, c'est la Japanese Knitting Stitch Bible de Hitomi Shida. Vous reconnaîtrez beaucoup de points utilisés par des créatrices en ce moment, mais c'est vraiment tout un travail qu'elle a fait qui est absolument sublime. On a plusieurs types de points, on a des arrangements qui sont vraiment très 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 beaux. C'est des points très complexes, par contre, c'est clairement pas adapté à des débutants, donc plus pour on va dire, intermédiaires confirmés. Euh, Il y a vraiment des points qui sont sublimes, un travail exceptionnel, et c'est très intéressant parce qu'on peut jouer avec les points du coup qu'elle a créés, qu'elle propose, qui sont libres d'utilisation dans des patrons, bien sûr, mais c'est très intéressant de pouvoir jouer avec les différents points, de changer les arrangements et de créer au final plus ou moins son propre panneau, par exemple. Ça peut être très intéressant. D'accord. Un autre ouvrage? Déjà, c'est pas mal. Parce qu'après, sinon, je m'arrête plus. Ok. Bon, bah, si on en a d'autres à mettre, on les mettra dans le commentaire épinglé. Je sens que le commentaire épinglé va être très, très, très chargé. Bah, écoute, on a fait le tour des questions strictement tricot. Donc là, on a fini la première partie de la foire à questions spéciale Triconote. Et on se retrouvera pour un prochain épisode pour aborder la partie communauté. Voilà. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin. Surtout, continuer à créer. Ok. Je suis sûr que ça en inspirera plein d'autres. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci d'avoir écouté ce café tricot jusqu'au bout.
Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendances et originaux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc., etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 € avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.lestriconautes.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille.